À la une de ce journal, un panel de haut niveau propose aux dirigeants africains la création d'une agence de presse crédible en Afrique. Proposition faite ce matin au cours d'une conférence au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était autour du thème Guerre informationnelle, défis et enjeux. Grand format de ce 20h week-end, le 6 novembre dernier était célébrée la journée sans papier. Cette campagne qui vise à réduire la quantité de papier que nous produisons chaque jour au travail est difficile de s'en passer au Mali, constat de Moussa Papaïdara, à ne pas manquer. Le second grand format de la rédaction est consacré au grenier. C'est un espace de conservation des céréales très prisé en milieu rural. Dans la région de San, par exemple, ces magasins de conservation des vivres sont considérés aussi comme un facteur de cohésion sociale, nous dira Drissa Kone. Un 52e pèlerinage chrétien catholique de Kita Touté fin près des milliers de pèlerins sont arrivés sur place cet après-midi. Nous ferons également un gros plan sur l'économie informelle autour de ce pèlerinage. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guerre informationnelle, défis et enjeux. Thème d'une conférence de haut niveau tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 6 panélistes, pendant près de 6 heures, ont posé le diagnostic nécessaire avant de proposer des pistes de solutions, notamment la création d'une agence de presse crédible en Afrique. Le point avec Mamari Kone. Déconstruire pour mieux bâtir, voilà le sens de cette conférence de haut niveau sur le thème guerre informationnelle, défis et enjeux. C'est pour contribuer à une meilleure compréhension de la question de guerre informationnelle que le Centre d'études stratégiques a initié ces cadres d'échange et de débat. Le président de la transition a une connaissance et une compréhension absolument très très claire aujourd'hui des enjeux communicationnels autour de notre pays. Et notre pays, notre armée, notre population, nous sommes aujourd'hui sur plusieurs fronts sur le terrain. Et dans la compréhension du président aujourd'hui, le front informationnel est un front qui est extrêmement important, c'est un front qui est déjà ouvert, c'est un front à travers lequel notre pays est agressé, notre pays est dénigré, notre pays est malmené de 1000 façons. Et c'est un front sur lequel aussi, comme nous avons la démarche dans le cadre de la refondation pour le président de la transition. Notre pays ne va pas se présenter en victime. Nous devons comprendre ce qui se passe. Notre pays a été victime de la manipulation de l'information par des médias installés à l'extérieur. Selon les autorités, notre pays ne sera pas victime de la guerre informationnelle. Il veut prendre toute sa place. Est-ce que nous pouvons nous-mêmes créer un narratif qui est conforme à notre réalité au lieu de singer et répéter. Qu'on l'accepte ou pas, c'est une guerre. C'est une guerre comme une guerre. C'est même pire qu'une guerre. Mais ça, ce sont des balles qui tuent à répétition. Et ce sont même des balles plus dangereuses parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication, mais nos militaires même ne sont pas déconnectés des médias. Ça veut dire que ceux qui veulent désinformer, ce n'est pas notre population seulement qui désinforme, mais ça touche au moral de nos unités qui sont sur le terrain, ils diffusent des informations, même tout ce que notre population dit. Il ne s'agit pas de dire que nous soutenons nos femmes, parce que quand on m'envoie une image, je dois toujours réfléchir, est-ce que je dois le transférer ou pas? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Dans quelle mesure ça touche à mon armée, à ma communauté? Donc il faut que nous-mêmes nous fassions extrêmement attention à cela. L'UNESCO, dira son chef de bureau au Mali, soutient le droit à l'éducation, aux médias et à l'information pour tous. C'est pourquoi cette organisation fait tout pour soutenir les hommes des médias. L'organisation s'efforce de renforcer les capacités des décideurs politiques, des éducateurs, des professionnels de l'information et des médias, des organisations de jeunesse et des populations défavorisées dans ce domaine, en aidant les États membres à formuler des politiques et des stratégies nationales d'éducation aux médias et à l'information. Les différents panélistes ont tour à tour expliqué les contours de la guerre informationnelle à l'aide d'exemples précis. Le cadre a donc permis une compréhension commune et assez claire des défis et enjeux. Les panélistes ont également fait des propositions.
C'est que les Maliens prennent conscience du fait que les médias qui arrosent le Mali, notamment venant de l'extérieur, ne sont pas là pour leur donner la bonne information. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils ont un objectif, c'est d'essayer de contrôler l'opinion publique malienne, en essayant effectivement de passer un message, de passer une certaine façon de faire. Donc par rapport à ça, il faudrait que le Mali puisse avoir ses propres instruments de communication, que le Mali puisse avoir sa propre agence de presse pour que l'essentiel de l'information sur le Mali vienne des Maliens d'abord. Je pense que c'est un pays qui a une grande tradition de journalistes de qualité. Il faudrait qu'on essaye de mettre des mesures pour que ces journalistes-là puissent exprimer leur talent. On ne peut plus être en 2023 et attendre que ce soit les étrangers qui informent les Maliens sur l'actualité malienne. Le ministre de la Refondation de l'État est convaincu que l'heure est à la refondation communicationnelle et informationnelle dans notre pays. Les différents intervenants ont par ailleurs souhaité la création d'une agence de presse crédible en Afrique. Après Gao, Kidal et Tombouctou, le chef d'état-major général des armées visite le théâtre-centre du secteur 4 de l'opération Maliko. Général de division Oumar Diarra s'est entretenu avec les hommes à Sévaré en saluant leur bravoure et leur détermination dans la défense du territoire national et la sécurisation des populations. Oumar Maïga, Souleymane Tepsougué avec le concours de la DIRPA. Après Kidal, Anifis, Bourem et Tombouctou, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, accompagné d'une délégation pluridisciplinaire, s'est rendu à la 6e région militaire de Sévaré. Il s'agit pour la délégation de l'état-major général des armées de donner des éclaircissements sur le retour de l'armée à Kidal et prodiguer des conseils relatifs à la discipline et surtout transmettre les messages d'encouragement des plus hautes autorités. Je suis venu partager les informations par rapport à la rentrée et l'arrivée des femmes à Kidal. Encore magnifier la prouesse des forces armées maliennes. C'est pour venir porter le soutien des plus hautes autorités de la transition. En premier lieu, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, avec le soutien du ministre de la Défense et des anciens combattants, toutes les hiérarchies militaires et tout le peuple malien aux unités qui sont engagées dans le cadre de la conduite des opérations militaires. Cette visite du chef d'état-major général des armées a servi de cadre pour exprimer les visions et les perspectives de la hiérarchie militaire à la troupe suite au sursaut national déclenché par les forces armées maliennes à Kidal après 11 années d'absence dans l'adrar des Ifogas. Il s'agit de rappeler nos missions régaliennes et rappeler aussi la question de discipline dans l'armée. Une armée qui est en train de monter en puissance, elle a besoin de discipline. C'est de rappeler les nouvelles directives, implémenter une nouvelle dynamique offensive pour pouvoir faire face à la menace. Ce passage du chef d'état-major général des armées vise à galvaniser la troupe, à savoir la défense de l'intégrité territoriale du pays et la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous reviendrons au cours de cette édition sur l'actualité sécuritaire dans le pays, notamment le soutien aux femmes qui ne faiblit pas à travers le pays. À retrouver donc nos différents reporters au cours de cette édition. Également dans l'actualité, entre le Mali et la Fédération de Russie, il existe désormais un cadre de collaboration en matière d'utilisation de satellites dans divers domaines d'application. Un mémorandum d'entente a été signé ce matin dans ce sens avec la société Glove Cosmos, une filiale de l'entreprise d'État russe chargée des activités spéciales. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Pour ce deuxième rendez-vous, en l'espace d'un mois dans cette filiale de l'agence spatiale russe, la délégation malienne avait clairement défini ses attentes. Elle concerne essentiellement l'utilisation de satellites de communication pour divers usages. Accompagnée de techniciens en la matière, la délégation ministérielle a eu donc droit à une série de présentations détaillées et ciblées sur ces domaines d'intérêt. Nous avons eu une présentation ciblée sur les besoins du Mali, besoins qui sont définis comme suit. D'abord envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir améliorer donc la couverture internet, la couverture en télécommunication, la couverture télévisuelle. Également, deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la surveillance du territoire, la surveillance de toutes les frontières. Troisième aspect, c'est tout ce qui concerne le fait humain. Superposer des images satellitaires pour savoir quel est l'impact de l'être humain sur son environnement. Donc tout ce qui est développement urbain, tout ce qui est impact de l'homme sur les cours d'eau,
sur les forêts, sur l'environnement et comment analyser ces données et comment prévenir donc ces impacts humains. Quatrième aspect, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Donc, dans le futur, envisager toutes les tracés de voies de communication et ensuite tous les aspects liés donc, à la formation dans ces secteurs, que ce soit la cartographie, que ce soit l'application au domaine agricole, l'application au domaine de l'environnement. D'entrée de jeu, les deux parties ont donc signé un mémorandum d'entente, un document qui balise désormais la voie de la collaboration entre les deux pays dans ce domaine stratégique, un geste qui permet de passer par la même occasion à une phase opérationnelle dans la réalisation des projets envisagés. Les échanges doivent se poursuivre le 17 décembre. On s'est fixé comme délai le 17 décembre parce qu'on a décidé d'aller chaque mois avoir une étape importante. Et d'ici le 17 décembre, l'objectif c'est de finaliser le cahier de charge des besoins et de finaliser de leur côté leur offre commerciale et technique afin qu'à partir du 17 décembre, nous puissions signer des documents plus engageants et qui vont tracer les délais pour la mise en œuvre de tout ce que nous venons de dire. En tout cas, nous sortons très très satisfaits et les points de vue se sont rapprochés davantage. Nous avons fait une étape importante qui est la signature d'un document. Nous avons également une convergence de vues sur tous les projets. Il s'agit juste donc de définir et de bien détailler ça et de bien donner tous les détails techniques nécessaires dans un cahier de charge et de signer maintenant des offres, de recevoir les offres commerciales, de les évaluer et de signer des contrats nous permettant donc de fixer les délais de réalisation de toutes ces infrastructures. La société Glafcosmos avec laquelle le mémorandum d'entente a été signé est une filiale de Roscosmos, entreprise d'État chargée du programme spatial de Russie. Parmi ses missions figure en bonne place la promotion des réalisations de l'industrie russe des fusées et de l'espace sur le marché mondial ainsi que la gestion de projets complexes au niveau international. Et puis, établissement d'une cartographie minière, prospection sur les métaux rares et dans les bassins pétroliers et gaziers. Ce sont là les principaux éléments sur lesquels le Mali et la Russie entendent collaborer également dans le domaine minier, suite au mémorandum signé le mois dernier avec la société russe Rosgeologia. Les deux parties ont fait le point des avancées sur ces dossiers au cours d'une séance de travail. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, est interrogé par nos envoyés spéciaux à Moscou. Sur la base donc, des documents que nous avions envoyés et qu'ils ont étudiés, ils nous ont fait des propositions que nous avons examinées ensemble, qui prévoient des activités qui s'étaleraient de 8 mois à 4 années au total. Et donc, ce sont des activités qui vont se mener parallèlement, et notamment l'établissement donc, de la cartographie métallogénique dans notre pays. Ensuite, la réalisation de travaux de prospection concernant les métaux rares et aussi la réalisation de travaux de prospection au niveau des bassins pétroliers et gazeux. Et nous avons convenu, donc, pour que les choses puissent être bien fixées, de travailler de façon très concrète et très méthodique. C'est ainsi que nous sommes engagés, dans notre retour à Bamako, d'étudier ces propositions qui ont été faites donc, par les techniciens. Ensuite, nous allons réagir et rapidement, les techniciens maliens et les techniciens russes au sein du groupe de travail mixte qui a été créé vont se concerter par visioconférence pour que nous puissions avoir une vision commune des activités qui sont projetées. Une fois que nous nous mettrons d'accord sur ces activités, alors ils vont nous faire leurs propositions techniques et financières. Et donc c'est pour dire que nous avons bien avancé sur le projet et avec donc des dates concrètes qui ont été fixées, avec des activités concrètes qui ont été déterminées et puis aussi des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Ça veut dire quoi, si on résume, c'est que à la mi-décembre,
nous aurons les offres techniques et financières pour les travaux de cartographie que nous projetons de faire. Développement toujours, cette fois-ci à l'intérieur du pays avec la visite de terrain du PDG de la CMDT dans les unités industrielles de la filiale sud de Sikasso. Au deuxième jour de ce déplacement, Dr Nango Dambélé s'est rendu dans les unités d'égrenage de coton. Il a visité aussi l'aire de pré-stockage des balles de coton avant leur évacuation sur les différents ports. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux depuis Sikasso, Dougoufana Traoré, Fanta Kanté et Abouakar Traoré. Cette visite des unités industrielles de la filiale sud de Sikasso a été marquée par 3 activités. D'abord, 2 rencontres, une avec le cabinet du gouverneur de région et l'autre avec les employés des 2 usines. La 3e activité a été marquée par la visite de l'aire de pré-stockage des balles de coton avant leur évacuation dans les différents ports. À Sikassoville, le PDG de la CMDT a d'abord rencontré le directeur de cabinet du gouverneur, Boubacar Koulibaly. Il s'agissait de venir remercier le gouverneur par rapport au rôle important que son administration a joué dans la réussite de cette campagne cotonnière. Le PDG s'est ensuite rendu dans les usines de la ville de Sikasso. Ici et là, le docteur Nango Dambélé s'est entretenu à bâton rompu avec les employés. Message véhiculé par le premier responsable de la CMDT, c'est la cohésion autour de l'or blanc du Mali qu'est le coton. Cette année, on a remonté la pente et je les encourage à redoubler d'efforts pour qu'on puisse terminer le grainage avant l'arrivée des pluies. Parce que nous sommes tous liés par un calendrier de grainage qui ne nous quitte pas des ragots de gauche à droite. La CMDT, c'est d'abord les producteurs, la CMDT, les industriels, la production et l'exportation. Nous sommes une famille. À la filiale sud, la priorité de l'encadrement est l'obtention d'un très bon pourcentage de premiers choix dans le classement de l'Office de classement de coton afin de garantir la valeur ajoutée sur le marché mondial de coton. On a une cadence journalière de 1900 tonnes environ par jour. Donc le rythme d'évacuation est très bon. Et les usines aussi fonctionnent à merveille. Le deuxième, vu que j'ai formule à l'endroit des producteurs, c'est de leur demander d'accélérer le chargement des camions et de respecter le programme d'évacuation. Dans les filiales sud de la CMDT, tout est mis en œuvre pour réussir les dernières étapes de la campagne cotonnière. La campagne d'égrenage, celle de la commercialisation du coton avec les producteurs. Et à ce niveau, le marché de Soukoula dans la commune de Kouro a été visité par le PDG. Et enfin, la dernière préoccupation, c'est la campagne d'évacuation des fibres de coton vers la mer. Cette étape de la visite de la filiale sud de Sikasso a pris fin par une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso dans le vestibule des Traoré. Grand reportage de la rédaction, le premier consacré ce soir au grenier. C'est un espace de conservation des céréales très prisé en milieu rural. Dans la région de Sens, ces magasins de conservation des vivres sont aussi considérés comme un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. Drissa Kone et Seydou Kamena se sont intéressés au sujet. Le grenier, jadis lieu de conservation des céréales, est une structure cylindrique faite entièrement de banco et assise sur une plateforme en branchage. À la base de banco pétri avec des pailles de fonio bien pétries ensemble. Et vous voyez, ça donne une température assez équilibrée qui fait que la conservation de ces produits qui sont à l'intérieur sont bien préservés, sont bien en sécurité. Et dès qu'elles sont fermées, les espaces-là, jusqu'à ce qu'on en a besoin, en tout cas tout ce qui est mis dedans se trouve en sécurité. Le grenier, c'est un endroit traditionnel de garde des céréales pour nous. C'est un héritage que nous avons conservé. Et jusque-là, nous pensons que c'est le lieu idéal pour garder les semences. Malheureusement, de nos jours, cette technique ancestrale permet de conserver les épis des années durant sans dégâts appréciables tend à disparaître. Le céréal peut rester dans le grenier durant des années. Ici, nous conservons les épis directement dans le grenier.
dit que jusqu'à présent, dans les agglomérations, il y a les greniers, mais qui est en tendance de se perdre, dû à une certaine amélioration par rapport à la production. Puisque au niveau des agglomérations, ils sont habitués à battre leur production pour mettre dans les sacs. Or, dans les sacs, ce n'est pas facile. Si c'est dans les greniers, on peut conserver ça facilement, sans perte. Il y a des greniers dans toutes les familles de notre localité. Nous en construisons chaque année. Il y a le sorgho dans celui-ci, le mil dans celui-là et le riz dans l'autre. On ne conserve jamais le céréal nulle part que dans le grenier. Sinon, ça serait du gâchis. Depuis qu'on est passé de la production-conservation à la production-consommation, cette façon de stockage traditionnelle est de plus en plus remplacée par le sac et autres moyens aléatoires. Or, cette pratique fait l'objet de dégâts importants causés par les rongeurs et les insectes. Au fur et à mesure, on se rend compte aujourd'hui que les gens ont tendance à aller vers le battage du mil aujourd'hui. Dès la récolte, ils font le battage et mettent dans les sacs. Mais malheureusement, on se rend compte que ce battage directement dans les sacs incite à une certaine vente rapide de ce qu'on a consommé. De deux, on se rend compte également que c'est un danger parce que dans les sacs, ils sont beaucoup plus exposés, tout ce qui est dangereux pour détruire les graines. Maintenant, même pour gérer les milles, il faut les mettre dans les greniers et enlever un peu. C'est une façon de gérer aussi les milles. Si on battait les tout et mettre dans les sacs, peut-être la gestion serait un peu calamiteuse. Si cet héritage culturel permet de stocker de manière efficace les céréales en les protégeant contre les facteurs d'altération tels que les insectes, l'humidité, le vent et le bétail, il faut signaler que le grenier bien garni incarne la sagesse ainsi que des facteurs déterminants du rang social de la famille. Quand vous passez dans un village, dans une famille, quand vous voyez de gros greniers, on est déjà certain que dans cette famille, il y a à manger. Mais dans certaines familles, quand on voit qu'il n'y a qu'un petit grenier, on se rend compte que dans cette famille, les gens ne récoltent pas beaucoup. Sa disparition progressive porterait un coup dur à la structuration des familles. Et vous voyez même aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans les villages, on dit qu'ils ont même brûlé les greniers. Ça veut dire que c'est de là que vient l'âme ou, terre à terre, on dit le ventre de toute la communauté. Parce que c'est de là que vient la nourriture. Les greniers qui sont dans les villages. Nous, on amène les épis, on met dans les greniers. Si on en a besoin, on appelle la femme, elle vient, on donne ce que la femme peut préparer pour la journée. L'abandon de l'art du grenier serait également un effritement de notre tissu social. C'est pourquoi le diocèse de Sens, à travers la Caritas, a initié un projet grenier de prévoyance qui a vu la construction de 115 greniers modernes dans autant de villages. L'idée de grenier de prévoyance consiste à mettre les communautés ensemble et faire en sorte qu'ils mettent toute leur production ensemble, sécurisée dans un grenier, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire par le fait qu'en période de soudure, qu'il y ait la disponibilité et puis l'accessibilité. Et ça crée la joie dans toute la communauté. Cependant, il est important de transmettre aux générations actuelles l'importance de cette pratique ancestrale de conservation des vivres. C'est un savoir-faire culturel qui ne mérite en aucune manière de nous échapper. Le second grand format de la rédaction est consacré à la journée sans papier célébrée tous les 6 novembre à travers le monde. Cette campagne annuelle vise ainsi à réduire la quantité de papier que nous produisons chaque jour au travail en lançant un défi aux entreprises et aux particuliers de ne pas en utiliser pendant 24 heures. Au Mali, selon le constat de nos reporters, c'est difficile de se passer du papier. Pourquoi Moussa Papaïdara, Sidi Kibalo et Abdoulaye Samaké nous amènent dans l'industrie du papier. De forme A4, il est le plus utilisé dans les administrations. Alors, question, est-il possible de faire une journée sans utiliser le papier dans votre structure? Malheureusement, non, ce n'est pas possible de faire une journée sans papier. À l'heure actuelle, ça va être très compliqué. Pour le moment, nous n'avons pas imaginé une journée sans papier. Lui, c'est le secrétaire général du gouvernement. Vous pouviez aussi l'appeler Monsieur Papier. Difficile de dissocier son quotidien à celui du papier. Presque tous les documents de l'administration malienne passent sur sa table.
Entre deux signatures, il se perd souvent dans ses papiers. Allah, on a beaucoup de papiers à signer par jour. Je vois d'abord, vous voyez ça, c'est une chemise des ordres de mission. Toutes les missions effectuées par les fonctionnaires, les ministres, pour l'extérieur du pays, font l'objet d'ordres de mission qui sont signés par le secrétaire général du gouvernement. En dehors des ordres de mission, nous avons des bordereaux à signer. La signature et les papiers sont notre train de vie ici. Il y a beaucoup de signatures, beaucoup de papiers. Ça, c'est le courrier confidentiel à l'arrivée. Ça, c'est des signatures, des courriers qui doivent sortir. Ça, c'est la lecture. Ça aussi, c'est la lecture. Bon, ça, c'est le courrier qui doit être également traité. Donc, tout le papier, notre vie ici, c'est le papier. En termes de chiffres, le SGG consomme au minimum 5 cartons de RAM par semaine, soit environ 1 050 000 feuilles par an. Une grande partie du budget national est passée par là. Quand je vais en conseil des ministres, par exemple, je vais avec 2 sacs. Un qui contient les dossiers du président, du premier ministre, du Ségal, de la présidence et de moi-même. Et un autre sac qui peut éventuellement contenir des dossiers qui doivent être distribués aux ministres dans la salle du conseil. Bon, ça, c'est pas fréquent, mais souvent ça arrive. Dans le rang des grands consommateurs de papier, on peut aussi citer les médias et la publicité. Entre journaux, affiches, dépliants, imprimés, livres et enveloppes, le papier prend plusieurs formes. Ici, dans cette rédaction de radio, il n'est pas question de s'en passer. Dans une rédaction, en tout cas, faire une journée sans papier, donc c'est pas évident. Et les rames de papier, ça coûte tellement cher pour une rédaction. La Clédo, par exemple, peut utiliser 3 à 4 rames par semaine. Donc là, c'est cher. Donc si on laisse les papiers, qu'on passe de tout droit à la numérisation, je pense que c'est important pour nous. Les prompteurs, là, on voit maintenant le présentateur qui est à la télé, on va toujours bien dire qu'elle a les trucs devant lui, mais malheureusement, on a les papiers également avec lui. On ne peut pas se passer des papiers. L'industrie du papier reste un secteur à forte croissance. Cela se confirme dans cette imprimerie. Plus la tonne du papier augmente, plus on fait de bonnes affaires. Les agents restent quand même soucieux de l'environnement. Il y a des produits qu'on utilise, c'est des produits éco qu'on utilise souvent. Par exemple, nos encres, c'est des encres éco. C'est pour prendre soin de l'environnement, mais les papiers, on ne peut pas aller sans. C'est très compliqué pour une imprimée d'aller sans les papiers. Les déchets sont recyclés quotidiennement. Parce que comme je l'ai dit, il y a des entreprises qui font, par exemple, les alvéoles, qui viennent prendre les déchets tous les jours et ils amènent ça dans leur usine pour faire des alvéoles et vendent ça aux agriculteurs qui font l'élevage des poules et autres. Si tout va bien, dans les moments les plus propices pour nous, on peut utiliser 50 jusqu'à 100 kg de papier par jour. Personne ne semble se poser la question où vont nos papiers après utilisation. Quand nous finissons de les traiter, ça c'est le broyeur, nous les mettons là-dedans et ça broie. Bon, ça c'est les besoins. Puis de tout le temps, on débarrassait nos bureaux en allant déverser le reste du papier dans la nature. Mais il se trouve que, en le faisant, il y a souvent des documents confidentiels qui échappent à notre attention. Donc, pour éviter de tels trucs, nous a été conseillé d'utiliser le broyeur. Ok, et il y a d'autres qui se retrouvent dans la poubelle classique. Mais la finalité, c'est Dame Nature qui reçoit. Le papier reste la 3e industrie la plus polluante à la fois pour les sols, l'air et l'eau. Et quand le papier pourrit, il émet aussi alors du méthane qui est 25 fois plus toxique que le CO2. Pour faire du papier, il faut avoir du bois et souvent beaucoup de bois. Donc déjà le fait de couper le bois pour transformer, on contribue à la déforestation. Qui a un impact négatif sur le changement climatique. Déjà, à la transformation, on sent vraiment la pollution et ça peut jouer sur les poumons, ça peut jouer sur la santé des personnes parce que 25%, c'est quelque chose d'assez important si on sait par rapport à la pollution atmosphérique. Selon des statistiques non officielles, un employé produit 10 000 pages de documentation par an. Ce qui représente l'équivalent d'un arbre coupé. Pourtant, avec le développement du numérique et notamment du cloud computing, il est possible de remplacer des documents papier par des fichiers numériques. Un fichier de 10 pages ne dépasse pas généralement les 100 kilooctets.
pour nos espaces de stockage que nous avons aujourd'hui en termes de gigabytes. Mais 10 pages imprimées également, quel est son coût? Ils impriment la page à 50 francs ou à 100 francs. Donc 10 pages déjà, ça vous fait pratiquement 1000 francs si on va sur 100 pages, à raison de 100 francs la page. La version électronique, le stockage ne vous coûtera rien, l'envoi également ne vous coûtera rien, mais surtout la conservation du document. Ça sera les mêmes fichiers 1000 ans après. Lorsque vous allez avoir les mêmes technologies pour y accéder, vous allez les retrouver intacts dans son format actuel. Alors qu'un document conservé sur du papier 1000 ans après, vous allez vous rendre compte de la dégradation de l'état physique qui ne va pas en fait échapper à l'usure du temps. En termes de gains économiques, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison parce que nous économisons sur les coûts d'impression, nous économisons sur le temps de prestation de ces services-là. Nous instaurons également ce qu'on appelle la confiance. Nous arrêtons également ce qu'on appelle les intermédiaires sur la chaîne de procédure, les coxers, qui en fait font les surenchères sur les procédures. Donc nous rendons transparents en fait les procédures. Nous supprimons également les chaînes de corruption liées à la prestation de ces services-là. Donc, il y a tout un avantage en fait greffé à la digitalisation aujourd'hui de notre administration. Une administration zéro papier ou une journée sans papier au Mali reste un projet futuriste. Mais pour le moment, le papier A4 continue de blanchir et même très blanchir dans nos administrations. Un grand format signé Moussa Papa Aïdara. Dans l'actualité également, 52e pèlerinage chrétien catholique de Kita. Les pèlerins sont arrivés en grand nombre cet après-midi sur place. Le thème retenu cette année est Mali des croyants. Reste un peuple, un but une foi. Arrivé également sur place, le ministre en charge des affaires religieuses a visité les sites et certaines réalisations de son département. Fademba Keïta, Aruna Diarra, Fali Sidibé, Marc Koulibaly et Massa Keïta sont nos envoyés spéciaux à Kita. C'est une marée de pèlerins catholiques venus des 6 diocèses du Mali et de l'archidiocèse de Bamako qui se dirigent vers le sanctuaire de Kita à pas pesant tout en récitant le chapelet implorant la Vierge Marie. Ils sont accueillis par Monseigneur Jouna Dambélé, évêque de Kaye, et la chorale du diocèse de Mopti, animatrice de ce 52e pèlerinage chrétien catholique. En vue de donner de l'assurance à ces milliers de fidèles chrétiens que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du pèlerinage, que le ministre de tutelle fait le tour de beaucoup de lieux, dont ceux réalisés par son département. Le cimetière où reposent des premiers missionnaires, le logement des sœurs, la colline mariale et le sanctuaire. Je suis très content de me rendre ici à Kita au nom des plus hautes autorités de notre pays, à l'occurrence le colonel Hachim Guetta et le premier ministre Dr Choukran Kokran Maïga, pour m'enquérir de l'état d'avancement de façon organisationnelle pour le pèlerinage catholique ici à Kita. Je suis très comblé de joie de constater que tout est fin prêt pour abriter le pèlerinage. On a fait la visite du sanctuaire sur la colline marienne. On a fait la clôture de la bordure de la colline marienne, encore des revêtements des cimetières, plus de 6 latrines aussi ici. Le ministère a fait beaucoup d'efforts par rapport à la bonne marche de l'organisation du pèlerinage catholique. Donc c'est avec une grande fierté que nous accueillons le 52e anniversaire du pèlerinage. Toute la région de Kita s'est mobilisée pour arriver au résultat que vous voyez. Et aussi toutes les petites mains, le curé, ses équipes, la paroisse, les jeunes de Kita, les femmes de Kita, les moins jeunes également, tous qui se sont mobilisés pour l'assainissement ainsi que les autres commodités pour que nous recevions des milliers de pèlerins. Ce qui fait que cette année, nous avons plus d'infrastructures, plus de personnes, plus d'engagement et aussi plus de sécurité. En compagnie du gouverneur de la région de Kita, des autorités politico-administratives, le ministre a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Kita, notamment des familles Tunkara, Keita et Sissé. Après leur avoir fait des gestes symboliques, les légitimités honorées se disent fiers
du président de la transition et des actes patriotiques posés par les militaires auteurs de la libération de Kidal. Restons à Kita où cet événement booste l'économie informelle. Autour du site du pèlerinage sont érigés plusieurs stands. On y trouve un peu de tout, croix et chapelets chrétiens, des tissus artisanaux ou encore des perles. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Kita. Ce sont des centaines d'exposants venus du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, à fructifier leurs affaires à travers la vente de leurs articles qui sont, entre autres, les objets de piété, le statut de la Vierge Marie et de son Fils Jésus-Christ, les chapelets, toutes sortes de croix, des tissus et pagnes indigo peints à l'image de la Vierge Marie, bref, tout ce qu'on peut trouver sur le marché ordinaire. Je vends les colliers, les boucles d'oreilles, les bracelets, et voilà, un peu de tout ça. Ah, mais c'est la bonne nouvelle, la Vierge Marie nous a convoqués ici chaque année depuis près de 7 ans. Nous, on vient ici pour répondre à l'appel de la Vierge et à l'appel de toute la population malienne qui nous associe chaque fois à ce merveilleux temps qui est le pèlerinage national. Nous venons proposer nos services de la vente des objets de piété, et les pagnes, un peu de tout qui vient de la Côte d'Ivoire. L'affluence, ce n'est pas encore totale. Le grand jour, c'est demain. Et après demain, nous espérons que les gens viennent beaucoup au pèlerinage et aussi qu'ils visitent nos stands. Ce 52e pèlerinage chrétien catholique qui sera animé par le diocèse de Mopti est un moment d'imploration de la Vierge Marie, mais aussi une aubaine pour les commerçants venus des pays limitrophes de Kita et des autres capitales régionales du pays. Un mot de l'actualité au Libéria avec les résultats provisoires dans ce pays qui donne Joseph Boakai vainqueur de la présidentielle. Boakai l'emporterait avec 50,89% des suffrages. L'ex-star du football et président sortant du Libéria, George Weah, a admis ce vendredi donc sa défaite à l'élection présidentielle après une course serrée. Une issue démocratique qui rend avec les coups d'État et qui est fortement saluée à travers le continent. C'est parti pour les activités de la Chambre de commerce américano-malienne. C'est l'initiative d'une association fondée par des entrepreneurs maliens vivant au Mali et aux États-Unis. Ils entendent promouvoir et développer les échanges de toute nature entre les deux pays, notamment au plan économique, culturel, social et éducatif. Agibou Koulibaly, reportage. Cette nouvelle chambre de commerce, fruit d'une collaboration entre les États-Unis et le Mali, ouvre la voie à des opportunités économiques passionnantes. Excellence Madame l'ambassadrice, vous avez dégusté et apprécié les mangues du Mali. Nous avons même une race de mangue ici au Mali qui s'appelle américain. Vous avez savouré le fonio malien. Vous avez bu le dableni et le kenkeliba malien. Alors, faisons en sorte que les Américains au pays découvrent ces mangues tout comme vous, le kenkeliba et le fonio. Que ces produits, qui sont d'ailleurs très bons pour la santé, soient disponibles dans tous les farmers markets de New York en passant par la Géorgie jusqu'en Californie. Que dire du beurre de karité? Le Mali en est l'un des premiers producteurs au monde. Faisons en sorte que ce beurre de karité soit labeled Made in Mali, un produit malien. Faisons en sorte également que des entreprises comme Delta Airlines, American Airlines, puissent à leur tour desservir la destination ouest africaine à travers l'aéroport international Président Modibo Keïta, pourront aisément atteindre leur destination finale. That the cotton that's produced there, the livestock that comes out of there. Lorsqu'on regarde le coton au Mali, lorsqu'on regarde le potentiel malien du bétail, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire au Mali. Du lithium malien et de tout ce que vous pouvez faire au Mali. Le Mali est l'un des pays les plus ensoleillés au monde et il y a beaucoup de choses à faire ici avec toutes les ressources minérales que nous avons ici. Je ne voudrais pas qu'il y ait un seul secteur où il n'y a pas les hommes d'affaires maliens et américains. Selon les autorités de la transition, Amcham Mali va créer un pont entre les deux nations, facilitant le commerce, les investissements et la collaboration
entre les entreprises. C'est une étape majeure vers un avenir de prospérité économique mutuelle. La création d'une chambre commune américano-malienne contribuera, j'en suis sûr, à apporter une dynamique nouvelle aux relations d'échange économique entre les milieux d'affaires de nos deux pays. Ceci témoigne des avantages importants et des assurances qu'offre notre pays en matière de climat d'affaires, et ce, malgré son exposition à la crise multidimensionnelle. En favorisant cette ouverture sur le marché international, nous stimulons la croissance économique de nos entreprises et renforçons la position du Mali sur l'échiquier mondial des affaires, conformément aux instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et du Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement. Cette initiative contribue non seulement à dynamiser notre économie locale, mais également à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Le lancement de la Chambre de commerce américano-malienne AmCham marque donc le début d'une nouvelle ère dans les relations économiques entre les États-Unis et le Mali. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, chiffre révélé à la 15e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. On en sait plus avec Batraouri. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation au NEF enregistre un taux de 74,4% au titre des activités réalisées et un taux d'exécution réel de 74,7% du budget prévisionnel mobilisé au titre de l'année 2023. Cette année, on a réalisé pas mal d'activités, notamment le rapport profil du travail décent, donc qui donne un peu les progrès réalisés par notre pays dans le cadre de l'atteinte des objectifs concernant le travail décent. Cette année, on a réalisé une étude spécifiquement concernant les diplômés en sciences de l'éducation, quel est leur devenir sur le marché du travail. Nous allons continuer la même dynamique en 2024, mais uniquement cette fois-ci sur les diplômés en sciences économiques et de gestion. L'année 2024 marque la 3e année de mise en œuvre du nouveau plan stratégique de développement, un plan qui s'étend jusqu'à l'horizon 2026 et s'articulant autour de 4 axes, à savoir l'amélioration de la gestion et le renforcement des capacités de l'ONEF, l'amélioration de la collecte, du traitement et de l'utilisation des statistiques de l'emploi, l'amélioration de l'adéquation de la formation aux demandes du marché du travail, le développement de l'analyse, l'amélioration de la diffusion et la promotion de l'utilisation des données statistiques sur le marché du travail. Un budget prévisionnel en légère hausse permettra à l'Observatoire de mener à bien toutes ses activités programmées pour 2024. Le budget prévisionnel de réalisation des activités prévues en 2024 est estimé à 1 527 658 000 francs CFA, soit une hausse de 4,45% par rapport au budget prévisionnel de 2023. L'ONEF est un établissement public à caractère scientifique et technique. Il produit régulièrement les indicateurs de l'emploi et de la formation, des données qui permettent de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté au Mali. Danga et Tombola, 2 villages de la région de Koulikoro, s'engagent à renforcer le vivre ensemble pour une paix durable, fruit d'une médiation du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les détails avec Ibrahim Kaoukonaté et Djelimakan Diabaté, nos envoyés spéciaux. Il a fallu l'implication personnelle du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, avec l'appui des autorités régionales et locales pour arriver à un dénouement heureux. Il y a eu certaines difficultés entre les jeunes qui ont pris beaucoup de temps, qui sont allés jusqu'à des fois des tueries. Aujourd'hui spécialement, les différents chefs de village de Danga, de Tombola, ont décidé de se mettre ensemble avec les autres villages, de se mettre ensemble pour se donner la main et demander aux jeunes de se demander pardon. Et ça, c'était exceptionnel, parce que
C'est une procédure qui était en cours depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est un jour extrêmement spécial. Pour la matérialisation de ces objectifs, le ministre s'est apaisanti sur les jeunes des deux localités afin qu'ils mettent en avant le dialogue. Pour dire à toute la jeunesse de la commune de Nouga que notre département reste entièrement à leur disposition. Pour tous ceux qui pourraient les aider à renforcer ce lien de paix qu'ils ont eux-mêmes décidé de prendre aujourd'hui, à travers leurs chefs de village, à travers eux-mêmes. Que ce soit même un exemple pour tout le reste du pays. Les erreurs, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a personne sur cette terre qui n'en fait pas. Mais décider de comprendre que oui, nous avons fait des erreurs, nous nous mettons ensemble, nous oublions et nous essayons de corriger. C'est ça la grandeur d'un homme. Et aujourd'hui, nous avons des grands hommes ici, dans la commune de Nouga. Élevé citoyen d'honneur de la commune par le maire de Nouga, un bélier a également été offert par le chef de village de Danga à Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui promet d'accompagner davantage les jeunes pour la consolidation de la paix. Et alors on reparle de l'actualité sécuritaire au Mali, précisément la situation à Kidal avec la reprise de cette ville par les Fama. Ce soir, nous proposons un extrait d'un témoignage exclusif. Il s'agit de l'ancien gouverneur de la région de Kidal, Sidi Mohamed Ag Ishrash, a dirigé cette région pendant 4 ans. Il salue l'effort et la détermination des Fama et surtout l'action des autorités de la transition. Il appelle surtout également les groupes armés terroristes à revenir à la raison pour le bonheur des populations. Nous l'écoutons au micro de Fousséni Tounkara. Évidemment, je partage la joie de nos compatriotes et je souhaite du fond du cœur que cette reconquête de la région de Kidal, mais aussi des autres régions, Menaka, Taoudeni, partie de Ségou, une partie de Montpellier, etc., que cette reconquête-là marque le début d'un nouveau processus de reconstruction, de refondation de notre pays, mais surtout de reconstruction du tissu national qui a été suffisamment ébranlé par, disons, presque les 30 dernières années de notre existence. Cette reconstruction doit être axée sur le respect des valeurs cardinales de la République. Le retour des Fama, qui n'est que le prélude du retour de l'État dans sa globalité, marque une nouvelle étape dans la sécurisation des populations, mais aussi et surtout dans la relance des activités de développement. Alors, en votre qualité d'ancien gouverneur de la région de Kidal et également ressortissant de la localité, quel est votre appel pressant à l'endroit de la population, également à l'endroit des forces, des groupes armés? Il ne faut pas qu'il y ait l'impression que le retour des Fama est une revanche. Il n'y a de revanche à prendre contre personne. Nous sommes tous des Maliens et ensemble, on construira le pays. Il n'y a pas de revanche à prendre. Il n'y a pas une partie du Mali qui gagne et une partie du Mali qui perd. Mon deuxième appel, c'est pour les populations, particulièrement pour les notabilités. Pour les notabilités, la société civile, il est de leur rôle aussi de sensibiliser, d'expliquer, de faire le lien entre l'autorité étatique et les populations. Je parle des chefs de fraction, je parle des chefs de tribus, je parle des chefs de villages. Les écoles sont fermées, les centres de santé sont fermés, l'eau, l'électricité fermées. Et cela ne fait pas l'affaire de nos populations. Donc je lance un appel à tous les leaders, qu'ils soient du CSP, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de notabilité, pour aider à stabiliser la région et à revenir chacun pousse pour revenir au processus de paix à travers l'accord d'Alger, que personne jusqu'à présent n'a dénoncé. Je crois que ça c'est important, qu'il faut revenir à ça et se faire les concessions qu'il faut dans l'intérêt supérieur de nos populations et de notre pays. Et voyons à présent la mobilisation de soutien aux Fama à travers le pays. C'est dans ce groupage avec nos différents reporters.
CAFO célèbre les femmes et leurs victoires. Les mamans, les épouses et les sœurs des femmes n'ont pas caché leur joie après la libération de Kidal par les dignes fils du Mali. L'émotion et la joie étaient grandes. La CAFO félicite les autorités de la transition pour tous les efforts consentis afin que l'intégrité du Mali soit totale. Nous avons aujourd'hui convoqué les femmes de la CAFO, aussi bien du bureau que des coordinations des 6 communes de Bamako, pour vraiment manifester notre joie, notre satisfaction par rapport à la libération de Kidal, par rapport à ce que les femmes ont fait. Ces dignes fils du pays qui se sont donnés corps et âme pour pouvoir libérer Kidal. Libérer Kidal selon les propositions du digne fils, le fils du Mali et le fils de toute l'Afrique entière, qui est son Excellence Assimi Goïta, pour leur dire que les femmes de la CAFO, c'est-à-dire sont là pour soutenir notre soutien indéfectible, notre soutien total, aussi bien qu'au gouvernement, aussi bien aussi qu'aux femmes. La CAFO appelle les Maliens à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Elle invite toutes les femmes du Mali à sortir massivement pour célébrer cette importante victoire dans l'histoire de notre pays. Cette population aujourd'hui vient vers vous pour vous dire qu'ils sont très émus, très contents d'avoir vu ce que les femmes ont pu faire pour le Mali. Je suis là pour vous dire merci au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toutes les autorités de notre région pour cette initiative qui ne nous surprend guère, puisque c'est le signe de votre engagement patriotique et de votre soutien pour les autorités de notre pays et pour notre force de défense et de sécurité. La 8e région administrative du Mali, Kidal, dans le giron malien, après plus d'une décennie, dans une posture de no man's land. Grâce à la volonté inébranlable des autorités de la transition, l'armée signe son retour dans cette ville. Toutes choses qui ont ému les Maliens de tous bords, qui saluent la bravoure des dignes héritiers de Kankou Moussa, Banzani Tera, Koumé Gyossé, Firoun, Askia Mohamed, j'en oublie volontiers. Ici, dans la région de Douala, l'effervescence était au rendez-vous ce vendredi saint. La satisfaction est totale. Parce que Kidal, depuis le temps colonial, on a vu dans les archives historiques que la France ne voulait pas que Kidal aille à l'indépendance avec le Mali. Depuis 1916, quand on nommait un gouverneur à Waïgouya, la même année, on a nommé un gouverneur à Kidal. Aujourd'hui, nous sommes à Kidal. Le Mali a donc retrouvé toute sa souveraineté territoriale. Tous comme un seul homme pour célébrer l'entrée des femmes à Kidal, le jeu en valait la chandelle. La ville cosmopolite de Douala a vibré au rythme de la fibre patriotique. Les autorités politico-administratives, les légitimités traditionnelles, les anciens combattants, les organisations féminines, les leaders religieux étaient en première ligne de cette euphorie. Là où les politiques n'ont pas réussi, le soldat a réussi. Merci à ces braves colonels, merci à ces porteurs d'uniforme, merci pour que le Mali avance. Et Kidal libéré, le Mali avance. Si les femmes ont pu atteindre ce résultat, qui était une aspiration de nos plus hauts dirigeants, je peux dire que les femmes ont été soutenues par le peuple malien. Nous avons tous cru à la victoire. Nous n'avons pas lâché un seul jour nos braves soldats sur le front. Les bénédictions sont formulées pour une paix durable au Mali. En toile de fond de toutes ces activités, le retour triomphal des femmes dans la capitale de l'Adrar des Iforas. Ce vendredi 7h, une séance de prière et de lecture du Saint-Coran est organisée pour rendre grâce à Dieu et l'implorer pour le repos éternel de tous ceux qui ont perdu la vie. Une initiative du mouvement patriotique pour la solidarité nationale, MPSN. Et alhamdulillah, le 14 novembre, Dieu nous a donné cette victoire. Donc on a jugé nécessaire de revenir encore à 100 et remercier le Tout-Puissant. Lire le Coran, faire d'autres sacrifices pour que ça continue, la victoire continue. C'est le début de la victoire. Il y a d'autres victoires dans l'avenir que nous souhaitons que nos dirigeants arrivent à ces victoires.
À 16h, des milliers de personnes sont parties du rond-point de la mairie pour rallier la place de l'Indépendance en scandant population des sang, les partis politiques, la société civile, nous sommes sortis pour manifester, pour remercier Assimi Goïta pour avoir donné la dignité et l'honneur au peuple malien. Nous appelons tous les fils et filles du pays à soutenir les autorités de la transition et nos forces armées et de sécurité. Nous, on a pris acte et à partir de là, en tout cas les discours, on va aller remettre ça au niveau de nos autorités de la région, notamment le gouverneur de la région. Les populations de Tomina ne sont pas non plus restées en marge de cette ferveur nationale. Tout le cercle de Tomina est très content que Kidal soit libéré. C'est aujourd'hui que nous nous sentons des vrais Maliens. Vraiment, nous sommes fiers. Tout le monde est content parce qu'on ne savait pas comment avoir Kidal. Suite à la prise de la ville de Kidal par les forces armées du Mali, le mardi 14 novembre 2023, des mains des forces du Mali et leurs alliés, déclenchant du coup des scènes de liesse populaires à travers le pays, les femmes des camps de Sikasso ont choisi ce jeudi matin pour venir féliciter et saluer la bravoure des hommes en uniforme. Des hommes qui honorent ainsi leur serment, celui de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Nous sommes plus contentes aujourd'hui que nos maris et nos enfants qui sont au front. Aujourd'hui, nous dormons tranquilles. Bravo à l'armée malienne. Nous sommes sortis aujourd'hui pour manifester notre joie et féliciter nos braves maris pour la victoire du peuple sur les forces du mal à Kidal. Une reconnaissance que la hiérarchie de la 8e région militaire, par la voix de son commandant, le colonel Djibril Koné, a accueilli avec beaucoup d'émotion, tout en saluant le soutien des épouses et enfants des hommes en uniforme dédiés à la défense de la patrie. À cette initiative des femmes des camps, les femmes du centre de couture du camp Thiéba ont tenu à s'associer. Les femmes du Mali à travers... Et nous continuons à recevoir à la rédaction une série de messages de félicitations des partis et associations. Ce soir, l'Union des patriotes pour l'émergence et le développement, l'Association pour la valorisation de la citoyenneté et du civisme, l'Association des ressortissants et sympathisants de la partie ouest de l'arrondissement central de Ségou, le mouvement Sabati 2012, l'Association nationale des anciens fonctionnaires et travailleurs des douanes du Mali, l'Association pour le développement du cercle de Bourem, le Forum des cadres de la région de Gao, le Parti Alliance pour le développement, la justice et la solidarité, l'Association des ressortissants et sympathisants de Kouakourou à Bamako, le mouvement Ensemble pour un Mali nouveau. Tous saluent l'entrée des femmes à Kidal et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Le Collège malien des médecins du sport retient son premier congrès à Bamako. C'est autour du thème « La médecine du sport au service du sport malien ». Les détails avec notre reporter Mohamed Kayantao. C'est à travers une conférence de débat qu'ont démarré les travaux du premier congrès de la médecine du sport au Mali. Occasion pour le conférencier, non moins président de l'association malienne de la médecine du sport, de développer les 3 mots qui définissent le secteur. Il s'agit de l'orientation, du traitement et de la prévention. La médecine du sport oriente parce que ça nous permet de voir quel est le sport adapté pour cet enfant qui vient de commencer. Et le traitement, c'est que, encore une fois de plus, on doit avoir des traitements adéquats, très rapides et précis, qui permettent de raccourcir le temps de convalescence. Et la prévention, il faut le faire. Mais il y a aussi naturellement d'autres éléments. Âge osseux dans le sport malien, arthrose et sport, activité physique et système immunitaire, asthme et sport sont aussi des thèmes qui seront débattus par des spécialistes au cours de ces 2 jours de travaux. À ceci s'ajoute l'amélioration de la consommation maximale d'oxygène chez les sportifs de moins de 17 ans. Le Collège malien des médecins du sport se fixe comme objectif spécifique améliorer les capacités d'intervention des acteurs de la médecine du sport, contribuer à la formation des médecins du sport, des auxiliaires de la santé du sport, ainsi que des entraîneurs, professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive. En 1985, à la demande de M. le ministre en son temps, Agamani,
Pour ce qui était de la médecine de sport, nous la définissons comme une activité biomédicale qui n'est pas indiquée pour soigner le paludisme ou la tuberculose. Le premier responsable du département en charge des sports apprécie l'initiative du Collège malien des médecins de sport qui est de nature à hisser les sportifs du pays sur l'échiquier national et international. Ce premier congrès est l'occasion pour les différents acteurs que nous sommes de nous retrouver autour d'un thème porteur, à savoir la médecine du sport au service du sport malien. Je ne doute point de votre capacité à édifier les autres acteurs, car une pratique saine du sport par les acteurs sains exige de votre part une vigilance accrue et un engagement de tous les jours. Pour son effort dans l'épanouissement du sport et de la jeunesse, le ministre Fomba a reçu un tiwara de la part des responsables du Collège malien des médecins du sport. D'autres personnalités ont également reçu des trophées. Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir tout le monde. Du football éliminatoire mondial 2026. Belle entrée en matière hier pour les Aigles du Mali. Tout à fait, au compte de la première journée des éliminatoires du mondial 2026, les Aigles du Mali ont dominé les Sao du Tchad, score final 3-1. Ces résultats est le fruit d'un travail collectif. Pour plus de détails, écoutons les réactions des sélectionneurs, des propos recueillis par notre reporter Daouda Kone. C'est vrai qu'on a eu encore une fois du mal à trouver les côtés, même si on a changé de système. Le but du jeu, c'est de trouver ce principe pour fixer d'un côté et renverser. On a beaucoup tenté, même des fois, même si des fois les transversales sortaient un peu, mais voilà, c'est l'intention qui comptait. Et sur le peu de fois où on a trouvé les côtés, on a été dangereux. Et encore une fois, c'est au moment où on sentait qu'on était le plus difficile que cette équipe nous a laissé des espaces qu'on a pu tuer, parce que la vérité, c'est qu'ils ne nous ont pas laissé d'espace. Donc, non. Moi, je suis satisfait de ce match, une victoire 3-1. À un moment donné, l'aspect physique, on court après le ballon pendant 77 minutes. L'aspect physique joue un rôle primordial et on n'a pas une profondeur devant exceptionnelle. On a des jeunes joueurs et de qualité, mais voilà, on a encore du travail. Pour moi, c'est plus sur l'aspect physique. Aussi, les conditions de voyage qu'on a eues ont été déplorables. On a pu faire que 2 séances tous ensemble. Donc voilà, on va pas pleurer sur tous les trois, mais on a des conditions quand même qui sont assez difficiles. Et moi, je tiens à souligner la prestation des joueurs et je suis fier d'eux, fier qu'ils aient pu faire un tout petit peu de côté de Mali jusqu'à la 77e minute. Autre résultat dans ce groupe I, le Ghana a gagné 1-0 devant Madagascar et les îles Maurice, les îles Comores ont battu 4-2 la République centrafricaine. Justement, le Mali joue contre cette formation centrafricaine lundi à partir de 19h au stade 26 mars de Yirimadio, au compte de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. Les supporters sont sortis en grand nombre pour soutenir les Aigles hier. Les supporters maliens ont pris d'assaut les gradins du stade du 26 mars de Yirimadio. C'est là pour soutenir les Aigles du Mali ensemble. Ils ont donné de la voix pour pousser haut l'équipe nationale du Mali. Le point avec Daouda Kone. C'est avec son groupe de balaning que Mamadou Dambélé Di Dabara est venu apporter son soutien aux Aigles du Mali. Comme lui, Cheikh Nademba, à la tête de l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali et beaucoup d'autres Maliens étaient au stade du 26 mars. Ils sont nos frères, ils nous ont aidés ici, c'est le même peuple. Je demande à tous les supporters de Karta, de Kita, de Kolokani, de Nyagane de sortir massivement pour pouvoir soutenir l'équipe. De 2000 francs, ils ont mis les billets à 1000 francs. Vous avez le monde qui est là. Le ministre en charge des sports met cette mobilisation dans le giron de la montée en puissance des aides, comme les forces armées et de sécurité du Mali. Les Maliens sont tellement attachés au Mali, tellement attachés à l'intégrité, à la souveraineté du Mali, tellement attachés au président de la transition et à tous les membres du gouvernement et surtout aux femmes également,
que lorsqu'on a dit mobilisez-vous pour soutenir les aigles, mobilisez-vous pour soutenir les FAMA, c'est la recette. Tout le monde, vous avez vu, le stade est plein, tout le monde est sorti. Et en plus, notre équipe a fait de la plus belle manière. Ils nous ont gratifié de 3 buts contre 1. Les Aigles s'imposent dans ce match au grand bonheur du public sportif malien. Les supporters des Aigles du Mali et pour joindre l'utile à l'agréable, Ibrahima Traoré, le comité exécutif de la Fédération malienne de football félicite les forces armées maliennes pour la reconquête triomphale de la région de Kidal. Il exhorte l'ensemble des amateurs du football à rester mobilisés autour de nos femmes sous la direction éclairée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba. Merci bien, à demain. Inch'Allah. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.